Bonjour mesdames et messieurs. Liu Van Arl est très heureux de vous accueillir à cette conférence. Liu Van Arl, c'est une institution récente qui existe depuis 3 ans, qui enrichit le paysage culturel d'Arles et au-delà. Cette institution présente les collections permanentes avec des œuvres de Liu Fan et puis également une série d'expositions temporaires. Et cette année, cet été, Liu Van Arl présente un dialogue inédit entre Liu Fan et Michelangelo Pistoletto. L'un est né en 1936, l'autre est né en 1933, et ils sont tous deux d'une vitalité exceptionnelle. Ce dialogue dans les salles de Liu Van Arl se prolonge aujourd'hui par cette rencontre à laquelle vous allez assister, qui sera animée par Emma Lavigne, que nous remercions très chaleureusement d'avoir accepté cette tâche. Et je lui passe tout de suite la parole. Merci beaucoup Alain. Bonjour, ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir si nombreux pour cette conversation, ce dialogue entre Michelangelo Pistoletto et Liu Fan, Monsieur Li comme on l'appelle. Je voudrais commencer pour vous dire qu'on sait, d'ailleurs il y a eu un livre qui a été écrit par Tiberghien sur le sujet, Amitié, comme si amitié, il fallait inventer un mot et ce mot se terminerait par IER, comme aimer. Il n'y a pas de mot pour dire qu'on devient ami. Et comme si l'amitié était un sentiment tellement fort qu'il transcende la mort et qui permet de toucher. Les amis de mes amis sont mes amis. Et donc, je voudrais commencer cet échange. Je vais surtout leur laisser la parole. Mais pour avoir une pensée très très forte pour Monsieur Capitani et notre chère Françoise. Merci Françoise d'être là. Je sais que tu as beaucoup d'autres choses entre Arles et Avignon, mais voilà, c'est comme si l'amitié très très forte qui s'est nouée entre Jean-Paul, Françoise, Liu Fan et Michelangelo avait fait que Michelangelo et Liu Fan étaient amis sans réellement se connaître et depuis hier soir sont devenus amis, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment génial de parler et de commencer cette conversation en ayant en tête que cette amitié immense qui a relié Jean-Paul à ces deux grands artistes, elle a commencé par la littérature, par les mots, et qu'on va aussi parler d'art, mais avec ces deux grands génies de l'art, si on doit appeler ça l'art. Ce qui est toujours absolument fascinant, c'est que les mots ne sont jamais bien loin. Donc les mots, la philosophie, le chant, la musique, le jardinage pour Monsieur Li, le ski pour toi, Michelangelo. Et donc l'art, ça englobe tout ça et ça permet d'inventer un rapport à la vie, un rapport à l'autre, un rapport à qu'est-ce que c'est qu'être un être humain aujourd'hui de complètement inédit. Alors pour commencer, après cette petite introduction avec cette magnifique vue de l'exposition de Liu Fan, oui vous pouvez pas voir, mais au jardin des Aliscamps, on comprend combien ce qui peut relier ces deux artistes, c'est de faire de l'œuvre d'art non pas un objet fini, mais une sorte d'expérience. On pourra y revenir. J'ai envie de commencer par vous poser une question. Votre lien à Arles, donc je vais commencer par Michelangelo, le lien à Arles et ses expositions qui ont eu lieu à la chapelle du Méjean, ses livres, hein. Donc peut-être un rapport au temps, aux strates du temps. Donc Michelangelo, est-ce que tu peux partager avec nous ce que représente Arles? Est-ce que c'est une ville particulière par rapport à tous ces rendez-vous magnifiques qui ont eu lieu à Arles? Bonsoir à tout le monde. Bon, Arles,
c'est Capitani, c'est Jean-Paul qui a fait, qui m'a donné la possibilité de venir ici et transporter ici Città dell'Arte. Donc c'est la ville de Biella et la ville de Arles se sont liées à un certain moment à travers l'art. Et donc, mais avec une sorte de commune nécessité qui trouvait la possibilité de développer notre vision à travers le travail fait ensemble. On a travaillé ensemble pour beaucoup de temps, on a fait des expositions, on a amené ici le Troisième Paradis, et finalement le Troisième Paradis est resté encore maintenant sur le clocher de la maison, comment ça s'appelle La chapelle du Méjean. Voilà. Donc, finalement, je pense que c'est le premier endroit dans le monde dans lequel le symbole spirituel et social du Troisième Paradis, c'est vraiment la formule de la création, est mis dans un lieu public qui est là, qui existe. Donc, nous, on est ici maintenant, je pense, pour continuer cette activité, et je pense qu'on s'est retrouvés à dîner hier soir, et c'était pour moi une émotion énorme. Et bon, j'espère qu'on va continuer. Voilà. Merci, Michelangelo. Monsieur Lee, vous êtes des amis, vous êtes aussi des voisins, vu que le Troisième Paradis habite au Méjean, et vous avez souhaité vous inscrire de façon pérenne dans la ville avec la fondation Liu Fan. Le rapport au temps, aux différentes strates accumulées dans cette ville antique ont été une source d'inspiration immense. Est-ce que vous pouvez partager cela avec nous? Bonjour, c'est Lee. Tu ne veux pas parler français, excuse-moi.ここはアルルなんですけども、アルルっていうのは地政学的に南フランスなんですが、ここはローマ文化が息づいているところです。そして僕は3年前にアリス館っていうところ、廃墟のお墓で展覧会をしたこともある。そういう非常に古い時間が眠ってる。それから長い人間の知恵だとかさまざまなものが積み重なって蓄積されてる、そういうところで僕はファンデーションを作ったり、ここでピスレットに会ってディスカッションをできるっていうことはすごく嬉しいし意味あることだと思うんです。ということは今日情報が発達したり AI が発達したり、非常にこうややこしい時代です。ましてや戦争が至るところで起こって、とても心が落ち着かない、そういうところなんですけども、こういう古い時間あるいは長い歴史の眠っているところで僕たちは過去を振り返りながら未来について語り合うということは大きな意味があるし、特にアートをやる人たちにとっては一つのサジェストの場所になるかなと思って、今回こういう催しができたことを大変感謝申し上げます。Oui, bonjour, je suis Monsieur Lee. Donc Arles, pour moi, déjà, Arles se situe au sud de la France. Et donc en fait, il y a beaucoup d'influence de la culture romaine. Et j'ai déjà fait une exposition il y a 3 ans dans une ruine.
Ariscan. Les Aliscans. L'Ariscon, oui. Donc j'ai fait une exposition il y a 3 ans à Ariscon, dans une ruine. Donc en fait, il y a vraiment, pour moi, Arles, c'est un endroit vraiment très particulier, très spécial pour moi. Et en fait, dans cette ville, il y a vraiment un temps très ancien, il y a une vraie histoire et il y a une vraie sagesse des êtres humains qui est vraiment ancrée dans cette ville. Et donc, je suis vraiment ravie d'avoir la fondation, mon fondation dans cette ville et d'avoir l'occasion de discuter avec Monsieur Pistoletto dans cette ville Arles. Et aujourd'hui, il y a, par exemple, il y a l'arrivée de l'IA, il y a énormément d'informations et en fait, il y a la guerre aussi. En fait, c'est l'ère un peu, on pourrait dire, chaotique, un peu beaucoup de problèmes qui se posent. Et donc, en fait, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est l'occasion de bien regarder le passé, mais plus discuter, parler du futur. Donc, c'est une bonne occasion de parler du futur avec Monsieur Pistoletto, avec vous aussi. Merci beaucoup. Parler du futur, parler du présent à partir du passé. Michelangelo, vous avez installé donc à l'entrée de l'exposition cette œuvre avec donc le bronze de la statuaire étrusque de l'orateur qui se regarde dans le miroir. Il y a quelque chose toujours qui vous relie, vous et Monsieur Lee, c'est le fait que l'homme ouvre un nouvel espace où d'autres hommes peuvent se refléter dans le miroir. Et il y a vraiment l'idée de cet échange, de cette conversation que vous menez tous les deux, mais vous incluez également le reste des visiteurs. Il y a vraiment d'emblée quelque chose qui a trait au collectif dans cette réflexion. Quel est le choix de commencer? C'est intéressant que ce travail de l'étrusque est à l'entrée. Donc c'est un peu l'histoire, c'est l'histoire qui arrive, qui traverse le temps. Cet étrusque était là peut-être déjà là dans l'histoire, mais il s'est trouvé finalement devant un miroir. Et alors il arrive et il touche ce miroir et dit « Ah, on est arrivé ici ». Mais c'est de là qu'on repart. Donc, c'est l'arrivée et le départ. C'est exactement qu'on lui avait dit maintenant, lui avait dit le futur. Mais nous venons de 2 histoires tellement distantes et différentes qui, finalement, on se retrouve ici devant le miroir qui nous amène à ouvrir notre passage vers le futur. Donc, c'est peut-être ça qui est intéressant. Monsieur Lee, le miroir aussi est très présent dans certaines des installations. Et ce miroir qui nous conduit vers un futur est particulièrement sensible dans cette installation que vous pouvez tous voir de façon quasiment pérenne à la Fondation Liu Fan. Est-ce que vous pouvez nous projeter également dans le futur, dans un futur possible? «鏡についてはいろいろな考えがあるんですけれども、近代社会では鏡は自分を映すというナルシスティックな考えがあります。しかしミケランジェロさんも僕も自分を映すことだけではなくて、これはそのアウトサイド、その他者も映せば他のいろんな風景も映す。そしてしかもそれはどんどんと先へ先へ伸びていく。それは逆に今度過去を遡ることにもつながる。でその過去をつながることにもあるけども、その人間の目は絶えず前を向いているので、前を向くっていうことは未来というかこれからの時間のことを考えさせるということでは、鏡っていうのはそういう両面性があって、その過去の先にあるものを見通すという、そういうようなそういう両面性があって、
そこで、鏡というものを見ることはすなわち過去だけではなくて未来を想像する、考えさせる、そういうきっかけを作る、チャンスを作るということで非常に重要だと思いますし、僕はアリス館で鏡の道を作ったのは空が映ると同時に空だけではなくて遠い失われた過去もそこに映るだろうというそういう想像力を働かしたこともある。僕たちは今日そのような叩き台というか一つのメディウムを通してさまざまな想像力を開発するようなことが必要で、それがアートの上で展開させることが僕たちの使命であるし、今日それは非常に重要な意味を持っていると思います。Donc le miroir, pour moi, par exemple, dans notre société moderne, le miroir, ça se reflète soi-même. Donc il y a un côté narcissique, c'est un médium pour se voir. Mais par contre, le miroir reflète aussi les autres et des autres choses aussi, pas que soi-même. Et donc en fait, le miroir aussi, ça reflète son passé, ses passés. Et aussi ses futurs. Donc en fait, à travers le miroir, on peut vraiment, il y a vraiment les deux côtés, le futur et le passé qui se reflètent à travers le miroir. Donc c'est les deux côtés, la notion de deux côtés est très importante. Par exemple, dans les ruines, Ariskan, là le ciel reflète sur les miroirs. Et aussi, moi, j'ai imaginé à ce moment-là que le passé aussi, le passé perdu, mes passés perdus sont reflétés. Donc, en fait, j'avais déjà imaginé avec cette installation qu'il y avait les deux côtés, le futur et le passé. Donc, en fait, à travers l'art, on fait réfléchir sur le passé et sur le futur en même temps. Michelangelo, est-ce que vous voulez réagir sur cette question d'habiter le passé, le présent et le futur en même temps à travers le miroir? Mais pour moi, c'est intéressant de voir comment le tableau miroir ouvre une perspective sur la vérité, sur l'existant. Parce que c'est la phénoménologie de l'existant qui se révèle, qui se présente devant nous. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a l'espace, nous voyons l'espace, et le temps qui change tout le temps. Mais vous voyez, dans le miroir, l'image que nous voyons dans le présent est une image qui n'était pas là avant, elle est là, elle n'est plus après. Donc, chaque image est une image qui naît et qui meurt à l'instant. Et c'est ça. Et ça, ce n'est pas nous à décider de comment le représenter le temps et l'espace. C'est le temps et l'espace que dans le tableau miroir se présentent directement. Et donc, ça a toujours été comme ça. C'est pas quelque chose. C'est le présent qui a été toujours présent et sera toujours présent, mais sera toujours mort dans le moment qui se présente. Et c'est toujours la dynamique d'un phénomène de connexion, de combinaison de ce qui se passe au présent, qui fait que toutes les présences se formulent comme une sorte de chimique, de phénoménologie qui fait que tout marche. Donc, ce présent qui est infini parce qu'il ne finit jamais. C'est le présent qui est infini en lui-même, parce qu'il ne finit jamais. Mais on vit dans le fini, parce qu'on ne meurt pas à chaque instant. Nous, on continue à vivre un certain temps. Tout ce qui existe continue à vivre un certain temps. Les temps sont différents. Donc l'espace et le temps sont modulés avec la composition de la chimie qui permet que tout se crée, se formule pratiquement et physiquement. Donc on a cette vision
comment je pourrais dire, qui échappe à la compréhension de ce qui est le présent, l'infini, cet infini tellement petit dans lequel nous sommes et nous avons un certain temps chacun pour le vivre. Ça résonne beaucoup avec les mots de Liu Fan que vous avez pu lire, inscrits donc à la surface d'un des murs de la fondation, où il dit que pour lui, partager une œuvre d'art, c'est aussi permettre aux visiteurs de respirer pour un très court instant l'infini, respirer l'infini. C'est aussi quelque chose que Liu Fan répète, et avec la complicité de Kamel qui est là aussi aujourd'hui. On avait beaucoup réfléchi pour l'exposition au Centre Pompidou-Metz à un titre. Et en fait, ce qui nous semblait le plus correspondre à la recherche de Liu Fan, c'était cette idée d'habiter le temps, et que l'exposition devient ce lieu privilégié où ces temps se conjuguent, se composent, mais où l'on se sent présent. Peut-être, Monsieur Li, vous pouvez poursuivre sur cette idée. 僕もミケランジェロも60年代後半から出発しました。その時代は近代社会をぶち壊す、破壊する、そういうところから僕たちは始めました。だから初めは非常に暴力的な仕事、例えばガラスに石を脅して割ってしまうとか、そういう破壊行為を通してとにかく従来あるものを壊してから考えようという、そういうところから出発したということは、まさしく時代が僕をしてそうさせたんだろうと思います。でそれでだんだんと時代が過ぎてきて、その壊すことばかりじゃなくて再び組み立て直さなきゃならない、その新たな道を探さなきゃならないということをやってきました。そこで今度は産業社会が組み立てたような人間中心のものではない、もっとグローバルな、もっとユニバーサルな、もっと宇宙的な広がりを持った自然の秩序だとか、もっと大きなそのコンテクストの中で考えようないかという、そういうことが考えられて、ピストレットさんも無限性という言葉を使いますけども、僕も無限性。ただそのニュアンスが若干違います。ピストレットは例えば鏡を通してずっとどこまでもつながる、続くというところに無限性を見るところがあるんですが、僕はそういうことよりもさまざまな関係、さまざまな変化が無限だということです。だから一つのその永遠というそのものを組み立てるんじゃなくて、その無限の変化の中で考えるという一つの宇宙的なスケールの中で考えようという、そういうところで新しいアートを考え、その人類の未来を考えようという、そういうところが若干違うと思いますけども、いずれにしてもそのアートを通して従来の産業社会のそのエスプリのようなものではもうできないので、もっと違う、もっともっと深い秩序概念、その例えばかつては神の概念だとかそういうものが否定されたんですけども、別な観点から僕たちはその芸術上学だとか超越だとかということをこれから新たな観点で考えなきゃならない、そういうことが多分僕たちの課題だろうと思います。Oui, déjà en fait, nous, Monsieur Pistoletto aussi, moi, nous avons commencé notre carrière à la fin des années 60. En fait, au Japon, peut-être en Europe aussi, c'était vraiment, c'était la société moderne, mais en fait, il y avait des mouvements pour vraiment détruire la société moderne. Donc en fait, c'était vraiment, il y avait un air très violent à l'époque. Donc j'ai fait des œuvres, par exemple. Avec la pierre, j'ai cassé des verres. Donc en fait, c'était vraiment, c'était des fruits, des œuvres qui sont nées dans cette époque qui était plutôt violente, quelque chose de vraiment à détruire. Et donc en fait,
c'était vraiment un l'air de temps, je pense qu'en Italie aussi, au Japon. Mais en fait, par la suite, il fallait chercher une nouvelle voie. Et donc, en fait, il y a eu des époques plutôt industrielles, les révolutions industrielles en Europe, vraiment industrialisation a commencé. Et donc, en fait, les artistes, on a commencé à chercher plus vraiment revenir vers la nature, quelque chose de plus grand, l'esprit qui est plus grand que l'industrialisation. Et après, Monsieur Pistoletto disait, en fait, à travers le miroir, il cherchait vraiment l'infinité, quelque chose qui continue à l'infiniment. Mais moi, je cherche plus le changement de l'infinité. C'est ce qui est, la différence est un peu subtile, mais il y a quand même une petite différence, pardon. Donc c'est plus quelque chose qui est plus proche de l'univers, vraiment changement de l'infini, quelque chose de vraiment plus proche de l'univers. Et donc en fait, les artistes, notre défi, c'est de rechercher vraiment quelque chose de métaphysique au-delà de physique. Voilà, c'est notre défi, ce que je pense. Trascendentale. Oui, en fait, il a parlé un mot en italien, c'est la transcendance, pardon. Ouais. C'est vrai que c'est très intéressant de voir, vous êtes de la même génération. Michelangelo a commencé à travailler à la fin des années 50. Liu Fan, vous vouliez faire des études de philosophie, de lettres, en quittant la Corée pour aller au Japon. Il y avait un obstacle de la langue. Et c'est passionnant de voir combien l'art est devenu le vocabulaire qui se permet de se passer de mots, mais vous avez tous les deux aussi développé votre pensée artistique, métaphysique, dans un contexte très particulier au Japon, la prolifération des images, de la société de consommation, de ce qu'on va appeler quelque temps plus tard la flat culture, avec des images qui sont dénuées de tout sens. Michelangelo, il y a aussi en Italie donc ce mouvement d'industrialisation très forte. On peut dire que le mouvement, la mouvance de l'arte povera qui va être conceptualisée par Germano Celent en 67 est aussi quelque chose comme un temps d'arrêt, l'envie de venir puiser dans la force de la matière, quelque chose de l'ordre de la vie. Est-ce que c'est possible de revenir sur ce moment, cette période où il y a aussi une forme de violence, de nécessité de casser quelque chose pour que autre chose puisse naître en quelque sorte? Mais vous savez, moi j'ai toujours cherché dans cet infini duquel j'ai parlé avant, la façon de retrouver, de chercher le sens de cet infini. Donc quel était le sens? Et alors, j'ai trouvé qu'il y avait la possibilité d'en faire un signe, en faisant que le signe de l'infini, le signe mathématique de l'infini, qui est fait par une ligne qui se croise, et dans ce croisement, on a un point central très petit, et qui est l'infini duquel j'ai parlé avant, ce petit moment dans lequel tout se représente et tout se mêle pour créer quelque chose qui n'existait pas. Et c'est pour ça que c'est devenu une nécessité de travailler sur la phénoménologie. Quelle est la phénoménologie de l'infini? Alors j'ai dit, l'infini c'est un signe, mais moi je dois trouver le signe du fini dans l'infini. Le fini c'est notre vie, c'est la vie physique dans laquelle nous vivons, tout en pensant à l'infini. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai croisé 2 fois la ligne et trois cercles sont sortis à la place de 2. Donc, l'infini mathématique est devenu l'infini artistique, scientifique. Parce que la formule est la formule de la création, qui est la création de l'univers même.
L'univers est né par une connexion entre deux éléments. L'espace-temps qui est dans le miroir, j'en ai parlé, et la phénoménologie physique de l'existant qui est devant le miroir, qui est le physique. Le physique et l'espace-temps se sont rencontrés au début et ils ont fait partir l'univers. Maintenant, nous, on connaît vraiment le départ de l'univers, qui n'est plus seulement une idée divine de l'existence, mais l'idée divine est devenue une idée aussi pratique. Donc, on a une idée pratique de ce qui existe, mais on n'a pas l'idée de ce qui peut exister au-delà de notre connaissance de ce qui est la naissance de l'univers. Mais c'est déjà pas mal, hein? Ça ressemble même un peu au Big Bang, pour ceux qui peut-être ont déjà vu des performances de Michelangelo, qui avait d'ailleurs fondé le groupe Le Zoo. Il y a eu beaucoup de performances, mais tu as détruit sur la scène de la Bourse de commerce le mètre cube. Le mètre cube, c'est un corps physique, comme notre corps, dans lequel il y a l'infini. Parce que les miroirs sont tournés vers l'intérieur, mais sans ce corps physique, les miroirs dedans ne pourraient pas se multiplier à l'infini. Donc, sans la physicité de ce qui, déjà dans le miroir, tableau miroir, est devant le miroir même qui est dans le mercure d'infini n'existerait pas. Donc, l'infini existe parce qu'il y a le fini. C'est un petit corps fini qui permet à l'infini d'exister. Sans notre existence, l'infini n'existerait pas. Merci. Monsieur Lee, vous avez aussi, il y a des performances, et c'est à partir de la destruction, comme cette performance donc de la destruction du mètre cube d'infini, ce Big Bang. J'ai eu la chance de le voir. Vous avez donc fait tomber une pierre très lourde sur une plaque de verre, comme une sorte de rituel où justement dans une pulsation de temps, c'est comme si tout l'infini était donné à sentir. Est-ce que vous pouvez reparler de cette œuvre très, très importante où une pierre, donc comme l'origine de la matière, vient fissurer une plaque de verre qui est faite aussi avec du silice et qui vient de l'érosion donc de la pierre, comme si toute une boucle de temps était rendue sensible. 初めて僕がガラスを割ったのは1968年の12月頃だったんですけども、その頃はちょうどフランスで68年というのは5月革命が起こっている、日本にも同じような状況でした。先ほども言ったように従来の組み立てられた極めて人間中心に組み立てられたそういうイデアを壊してしまおうという、それで極めて破壊的な行為が行われた。そのガラスを石で割るということは物理的なことで当たり前であるわけですけども、これは別な面からすると極めてポリティカルな政治的なことです。それで初めはとにかく石を脅して割るということだったんですが、その後無数のハプニング、無数のインスタレーションを僕は要求されて、それを何十回何百個もやってるうちにだんだんとただ壊すんじゃなくて、もうちょい面白く、もう少しきれいに、もう少しポエティックにっていう、そういうふうに変わってきたんです。初めは壊すっていうその行為から壊すということではなくて、そこで起こっているような出来事、そこでその割れるような割れたものと割れないこととの関係とか、さまざまなそういうそこにあるようなありようをその検証するようなことに変わってきた。そこでその石を割るということを考えていくと、限りない想像力を組み立てる、暴力を超えて非常にポエティックな、非常にね、そのなんていうか超越的な世界まで想像させられる、それがだんだんと分かってきて、今日は僕はそこからもう5、60年過ぎましたけども、今はずっと先のことを考えて、先ほども振りましたようにその
人間の中心に組み立てるんじゃなくて、もっと自然だとか宇宙だとか、もっと大きいスケールで人間を超えた世界を創造しようという、人間も含めた人間を超えたものを創造しようという、そういう超越感というものが非常に大事だろう。でかつてその神とか超越を否定したけど、今は別な観点でもっと高度に、もっとはるかなレベルで超越を考えるような、そういう次元を考えようというところに今来ているので、アートの中でもそろそろレベルということを考える時期に来てるんじゃないかと思います。Oui, en fait, j'ai commencé à créer des œuvres, en fait, par exemple, comme Big Bang, casser des verres avec la pierre. En fait, j'ai commencé en décembre 1968, donc ça correspond au mai 68 en Europe. Donc en fait, il y avait le même phénomène à peu près au Japon l'année 68. Et donc en fait, c'était vraiment détruire tout ce qui a été créé par les humains. C'était des mouvements plutôt destructifs à l'époque. Donc en fait, si on fait tomber la pierre sur le verre, c'est normal que ça se casse. Mais il y avait vraiment plus le thème politique qui était derrière ces œuvres. Il y avait des messages politiques avec ces œuvres-là. Donc après, j'ai créé plusieurs reprises ces œuvres avec la pierre et les verres. Et petit à petit, j'ai commencé à chercher le côté plutôt esthétique et poétique. Parce que j'ai trouvé que vraiment des fissures, on peut y trouver quelque chose de beau, très poétique. Donc là, j'ai commencé pas forcément juste détruire. Et petit à petit, j'ai commencé à chercher ce côté plutôt, on pourrait dire, artistique, poétique. Donc en fait, et puis chercher la partie détruite, la partie n'est pas détruite, vraiment la relation entre les deux parties. C'était intéressant. En fait, j'ai commencé à plus à faire une réflexion sur ce côté plus plutôt que juste rester dans la destruction. Et puis en fait, je cherchais aussi au-delà de destruction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a au-delà de destruction, c'est-à-dire c'est vraiment au-delà des humains. Et donc à l'époque, c'était plus par rapport à hypothèse, à quelque chose qui a été créé par les humains. Et donc en fait, c'est plus se questionner sur ce qu'il y a au-delà des humains, au-delà de ce qui a été créé par les humains. Et donc c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, pardon, excusez-moi, j'arrive pas pour... Voilà, ça c'est vraiment le thème aujourd'hui, transcendance, pardon. Donc en fait maintenant je suis arrivée à réfléchir sur ce thème transdance, pardon, c'est vraiment difficile à prendre. Non, et puis en fait réfléchir à plusieurs niveaux de l'art. Dans l'art, il peut y exister plusieurs niveaux dans l'art. Donc là, je me pose des questions aujourd'hui plus les différents niveaux dans l'art. Merci beaucoup. Pour revenir sur ce dialogue entre les œuvres de Liu Fan et donc cette notion d'infini très présente chez Michelangelo Pistoletto, j'ai eu la chance un jour à Metz, où j'ai beaucoup appris en regardant Liu Fan travailler. Il avait un pinceau traditionnel avec de la peinture noire et blanche, et il souhaitait faire une forme un peu similaire à des formes que l'on voit sur ces tableaux. Et il était pendant un certain temps sur un petit tabouret, le bras qui tremblait, et donc je m'étais dit que peut-être vous étiez fatigué, Monsieur Lee, et qu'il vous fallait votre petit casse-croûte. C'était le petit rituel de l'après-midi. Et en fait, vous m'avez dit une phrase je m'en souviens encore, c'était il y a plusieurs années.
que vous étiez en train d'essayer de capter les vibrations du cosmos. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier et qui rejoint cette idée de transcendance. Vous dites souvent que l'œuvre d'art, ça n'est pas ce que l'on voit, mais que ça permet de peut-être sentir ce qui est invisible. Est-ce qu'on peut parler justement, on a parlé de l'infini, mais aussi de ce qui est invisible, donc Monsieur Lee et Pistoletto.アートは、アートの大事なことは現象としては見えるものですけども、アーティストは目の前にある現象の見えるものだけじゃなくて、それを通して見えないもの、絶えず見えないものと見るものが相互交換したり、そのバイブレーションでそういうようなものが一緒にあるということです。ですから僕は絵を描くときに絵を描くときには背にも何も考えないんですけれども、しかし深い無意識のところではやはりそれが現象として現れるものに終わらないで、その現れないその遥かな深いところ、背景、ずっとその別なところに見えないところにまでその影を脅しているだろう子供を絶えずその一緒に考えるっていう。だからそれは僕っていう具体的なものなんだけども、この具体的なものはメディウムであって、ほとんど意識に上らない無意識の作用というようなものの中で、一つの無限な外のさまざまな力が僕に作用して、さまざまな力の作用の中でその絵を描きたい。そこでさまざまな力のそのバイブレーションをそこに組み立てることによって、もっと広い、もっと深い無限な表現が可能になるだろうという、そういう考えが絶えずあって、これはジグムンド・フロイドの無意識の考えとも通ずるんですけれども、意識だけじゃない、意識の先を通して無意識的なその人間の行動を通して、その無限につながるような表現ができるだろうということが僕の願望です。Donc l'art, pour moi, l'art en général, c'est un phénomène visible, mais en fait, on peut vraiment trouver quelque chose d'invisible à travers l'art. Donc en fait, quand je crée mes œuvres, j'essaie d'aller dans ma profonde conscience, vraiment pour voir quelque chose d'invisible. Et donc en fait, moi-même, quelque chose de figuratif, c'est quelque chose qui existe, donc c'est quelque chose de visible, mais en fait, je pourrais être un médium de quelque chose qui capte des phénomènes extérieurs de moi-même, c'est-à-dire en fait quelque chose de l'extérieur qui me donne des vibrations, qui me donne de dynamisme. Donc en fait, ça crée vraiment, c'est le rapport entre l'inconscient et le conscient de Freud, par exemple. Il parlait aussi la relation, la réflexion de conscience de l'inconscience. En fait, je rejoins ce qu'il disait à Freud. Donc en fait, c'est la réflexion pour moi, c'est entre l'inconscient et conscient, et puis quelque chose de figuratif comme moi, et quelque chose invisible qui vient de l'extérieur, qui me rapporte quelque chose qui me dynamise, qui me donne des vibrations pour créer mes œuvres. Donc en fait, c'est ça qui est le moteur de mes œuvres, et aussi ça rejoint à l'infini finalement. Le rapport entre les deux, inconscient et l'inconscient, ça ramène aussi à l'infini finalement. Michelangelo, ce dialogue entre la phrase de Liu Fan et votre œuvre, vous avez envie de
Si, mais d'en parler. ça, dans l'exposition, vous voyez, il y a un œuvre de bois qui est présenté là, mais la phrase que vous lisez là, c'est une phrase qui existait déjà, qui a été faite par lui. Mais alors, est-ce que vous pouvez lire la phrase? Oui, je l'avais citée tout Parce à que l'heure. si vous lisez la phrase, la phrase, elle dit déjà ce qu'il était en train de dire. Vous pouvez la lire? Oui, le propre de l'œuvre d'art est d'ouvrir un instant, nous faisant sentir la respiration de l'infini. Oui, mais si vous parlez avec C'est cette respiration de l'infini dont on parlait tout à l'heure, ouais. Et là, vous voyez, là, alors c'est là que c'était le lieu idéal pour mettre en œuvre, qui était le mien, dans lequel on a le signe de la création, qui n'est pas, là, le signe n'est pas fait par un dessin, mais c'est fait par un effet pratique, qui est celui que la main humaine touche le miroir. Donc, la main humaine déjà fait sur un miroir et qui touche le miroir, dans lequel il n'y avait rien de représenté, mais on voit la même main qui indique la main virtuelle qui indique la main réelle. Donc, c'est le phénomène de la création qui est évidencié dans le fait que sans la main réelle qui se reflète dans le miroir, la main artificielle n'existerait pas. Mais c'est justement parce que on voit la main artificielle qui indique et touche la main naturelle que nous avons imaginé que quelque chose d'infiniment grand pouvait arriver à nous toucher pour nous faire exister. Donc c'est l'idée divine, c'est l'idée de Dieu. Mais c'est une idée que ce n'est pas mis en évidence par quelque chose qui est garanti, qui vient de loin et nous dit, vous êtes sûr que moi je vous ai inventé, je vous ai créé, c'est-à-dire moi Dieu. Mais c'est l'être humain qui dit, il faut que quelque chose soit capable de me donner l'existence. Mais c'est notre raisonnement qui fait que on invente quelque chose qui ne peut pas ne pas exister pour le fait même que nous existons. Donc, c'est le concept de la réflexion. Nous, on doit, même si Dieu n'existait pas, il fallait l'inventer, parce qu'autrement, on n'aurait pas eu le reflet de ce que nous sommes. Voilà. Absolument, c'est aussi quelque chose que l'on pouvait sentir au fameux Aliscan lors de la magnifique exposition des œuvres de Liu Fan, cet infini, cet invisible sur lequel on peut poser plus de noms. Il y a quelque chose, pour avoir la chance d'avoir travaillé avec tous les deux, qui m'a aussi complètement fascinée. Donc, il y a cette dimension métaphysique essentielle dans votre travail, et puis un sens très politique du réel. Monsieur Lee, vous avez créé l'école Monoa de la matière, cette insistance très très forte, la matière comme un mode de résistance à cette industrialisation dont on parlait. Michelangelo avec la Città dell'Arte à Biella, j'ai eu la chance de voir combien on est loin de l'utopie. C'est une utopie en train de se réaliser. Dans certaines de vos œuvres, vous avez été un des pionniers de ce qu'on appelle l'upcycling, le recyclage. Donc, penser que la matière est vivante et qu'elle doit perdurer, qu'on doit la faire durer, ce sont des questions aussi qui sont très très présentes dans tout le monde de l'art. J'ai envie de citer aussi Françoise, agir pour le vivant. C'est comme si tous les deux, vous étiez, avant même la fondation d'Agir pour le vivant, des acteurs avec cette conscience qu'il se passe beaucoup de choses dans la matière et que cette matière, il faut continuer à la faire vivre. Est-ce que Michelangelo, tu peux parler aussi de cette dimension de ton travail et comment
le recyclage, c'est aussi quelque chose qui concerne la collectivité. Moi, je pense que l'œuvre d'art doit toujours exister. C'est pas suffisant d'avoir une idée, d'avoir une imagination qui tourne dans la tête. Si on n'arrive pas à faire l'œuvre, l'art n'existe pas. Donc il faut l'œuvre. Et si l'œuvre devient un concept d'activité humaine qui doit développer une nouvelle façon de vivre sur cette planète, et l'art pense à ça et promet ça, il faut le traduire dans une réalité physique, laquelle est l'œuvre d'art. Donc, c'est pour ça que sans Città dell'Arte, sans cette ville dans laquelle on travaille pour la transformation de la société, l'œuvre d'art n'existerait pas. Ça serait une idée, mais n'existerait pas en œuvre. Mais tandis que maintenant, avec Città dell'Arte, l'œuvre existe. Quand je disais il faut que les artistes travaillent pour mettre ensemble tous les éléments, tous les secteurs de la vie sociale, pour prendre la responsabilité de recréer la société, ça je le disais, mais tout le monde me disait, mais oui, c'est de l'utopie. J'ai dit non, c'est pas de l'utopie, parce que le mot utopie, ça veut dire pas de lieu. Mais moi, j'ai acheté un lieu à Biella, c'était un lieu qui est vide, qui est là, prêt pour réaliser quoi? Le projet art que je suis en train de vous présenter. Donc, j'ai le lieu, j'ai le projet, il n'y a que à travailler pour faire l'œuvre d'art. Mais mon œuvre d'art, ce n'est pas une œuvre qui est finie du moment que j'ouvre la Città dell'Arte et qui commence avec le monde qui va venir dans ce lieu qui est vide maintenant pour le faire vivre et marcher. Donc, c'est le vide au centre qui permet tout ce qui passe dehors du mur de ce lieu de se retrouver pour combiner et arranger la formulation pratique de la société. Donc, c'est le projet art qui, à travers Città dell'Arte, devient une réalité. Fantastique programme. Monsieur Lee, on regarde en même temps les tableaux des vents parfois agités, comme sur cette image. Je me souviens aussi d'un jour où vous aviez, on ne va pas raconter l'anecdote très connue, où un jour, pour une exposition à la Biennale de Paris, Monsieur Lee était allé voler une pierre au jardin d'acclimatation. Il cherchait une pierre qui convienne à son projet. Mais un jour, toujours à Metz, Monsieur Lee essayait, alors qu'il y avait 3 personnes pour manipuler la pierre, mais il a voulu changer, juste avant le vernissage, la position de la pierre dans l'espace, en me disant que la pierre ne se sentait pas bien, qu'il l'avait arrachée à la nature, qu'il l'avait arrachée au paysage, et qu'il fallait qu'il trouve une façon que la pierre puisse vivre dans ce nouvel espace. La nature est aussi très présente dans votre travail. Est-ce qu'elle va être de plus en plus présente comme un manifeste également?物を用いたということ、これは難しい状況ですけれども、まず60年代後半はほとんど言葉の世界、言葉で物を包んでたのが、その包んでた言葉が壊れていく。フランスのミシェル・フーコーの有名な本に「言葉と物」という本があるんですけども、その元は言葉が物を包んでたんですが、それが分離して、それが壊れて物と言葉が分離されたということを指摘していることで、これは非常に重要なことなんですけども、だからその物と言葉が分離すると、今度物が何て言えばいいのかわからない、得体の知らないもの、よくわからないものになっ
になってくる。よくわからないその不透明なものの最も象徴的なものとして僕は石を選んでいるわけです。石は人類史の中で非常に重要なエレメントなんですけれども、その言葉から外れた言いようのないその石っていうようなものから僕たちは出発しようじゃないかと。このわけのわからないようなものを僕たちは目の前にしているので、分かったような顔をしないで分からないようなこととの付き合いということを学ぼうということなんです。でそれはユートピアであるかどうかは全然分からない。これはむしろある意味でカオスの中の一つのなんで、僕たちはそのカオスケイオスの中で、これから考えなきゃならない。それがある面ではユートピアが背後にあるというイメージかもしれないんですけれども、そういうその不透明なものを僕たちは目の前にしてるっていう直面してるっていうことを考えなきゃならない。それでもう一つ話はちょっと違いますが、絵画最近に僕がやってる絵画はキャンバスの中にトワールの中にちょっとだけタッチをしてほとんど描かない部分をいっぱい残している。すると描いたものと描かないものがジョイントして一つの絵画になっている。かつては描いたもののみが絵画だったのが、僕は描かないこととの組み合わせでもって一つの絵画を考える。これは今日の生産中心の何でもたくさん生産するということに抵抗して、できるだけ生産することを減らして生産しないことと生産というものを組み合わそうじゃないかという、それが僕の一つのテーゼなわけです。ですからその中では先ほど物のことも言ったけども、作るんじゃなくて作らないもの、できるだけ作らないものを見つめながらこの文明の中でたくさんはしゃいでたくさん大量生産するんじゃなくて、できるだけ少なく作り少なくタッチしながら、そこで寡黙に静かにもっとその耳を傾けて考えていこうということが僕の態度です。À la fin des années 60, en fait, c'était les matériaux et les mots étaient plutôt ensemble à l'époque. Mais Michel Foucault a publié un livre, c'était les mots et les choses. Donc en fait, c'est pour séparer les deux. Et donc en fait, les matériaux, les choses qui perdent les mots, en fait, on ne sait pas après ce qui se représente. En fait, on ne sait pas ce que c'est après les choses qui ont perdu les mots. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas très clair. Et donc en fait, je trouve la pierre qui représente cette notion de qu'est-ce que c'est des choses sans mots. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la pierre. C'est en fait la pierre, vraiment, c'est une matière vraiment, c'est très historique dans l'histoire humaine, quelque chose de vraiment très ancien. Et donc en fait, j'utilise la pierre pour proposer, pour parler de vraiment, il ne faut pas ignorer quelque chose qu'on ne sait pas, quelque chose qui n'a pas de mots, qui ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre. Mais il ne faut pas ignorer ce genre de choses, même s'il n'y a pas de mots qui sont accompagnés. Et donc en fait, je ne sais pas si l'utopie qui correspond, le mot utopie qui correspond à ça. Et après, il y a une autre chose, ce qui est très important sur mes œuvres. Sur mes peintures, il y a des parties peintes et non peintes. Donc en fait, c'est vraiment la combinaison de vides qui ne sont pas peints et ceux qui sont peints. Donc c'est très important l'association des deux parties dans mes œuvres. Donc en fait, c'est la partie peinte, c'est la production. La partie non peinte, c'est quelque chose qui n'est pas produit. Donc en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont produites. La société de consommation, il y a énormément de choses dans le monde entier. Et donc en fait, il faut vraiment plus faire le focus sur ce qui n'est pas produit, ce qui est vide. Il faut vraiment porter l'attention sur ce qui n'est pas produit. Donc en fait,
c'est vraiment le message principal de mes œuvres, surtout sur mes peintures. Il faut voir ce qui n'est pas produit. Merci beaucoup. Le temps passe. Je voudrais savoir, Michelangelo, si tu souhaites poser une question à Liu Fan. Est-ce que tu as une question à poser à Liu Fan? Ou est-ce que tu préfères attendre demain soir ou ce soir? Et est-ce que Liu Fan a une question à poser à Pistoletto? », 60年代始める頃の鏡に対するそのコンセプトあるいはそのイメージと今その鏡についてるイメージのその長いスパンの中でどういう変化がありましたか？ La question que j'aimerais vous poser sur le miroir au début des années 60 et aujourd'hui sur le concept du miroir que vous utilisez, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Le tableau miroir, pas seulement le miroir, mais le tableau miroir, l'œuvre miroir que j'ai fait au début des années 60, était l'annonciation de ce que nous, on vit maintenant. Nous vivons maintenant le tableau miroir, mais plus visuel, mais pratique. C'est l'intelligence artificielle qui a été faite par la technologie, qui fait que nous avons créé un cerveau énorme qui est le cerveau de l'humanité, qui se représente physiquement. Ce n'est pas seulement comme représentation, mais physiquement, dans lequel on est tous représentés pratiquement. Donc nous sommes maintenant de plus en plus on voit comment, avec nos instruments, nous sommes tous réunis dans ce monde qui est un monde virtuel qui a été annoncé par les tableaux miroirs. Donc on est maintenant dans le tableau miroir physiquement. Est-ce que tu as une question pour Monsieur Lee? Non, je n'ai pas de question. Bon, alors vous avez quelques minutes, ceux qui le souhaitent, je crois, pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, monsieur. Alors, c'est de savoir si l'espace vide au centre du signe du troisième paradis, est-ce que ça peut être mis en relation avec le concept de ma dans la culture japonaise, c'est cet interstice d'un espace-temps qui permet aussi sans arrêt à de nouvelles choses d'advenir. Moi je devrais poser la question à ceux qui ont créé ce mot que je ne connaissais pas, je ne connais pas son histoire. Donc peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Peut-être que M. Lee pourra peut-être compléter. C'est un concept qui a été inventé par l'architecte Arata Isozaki, qui est très très important dans toute la culture et l'architecture japonaise. Mais oui. C'est une belle question complexe. 70年の1970年のベニス・ビエンナーレ建築のビエンナーレの時に磯崎さんが「魔」というテーマでやったんですけど、その時に彼は何をやったかというと、その床に座布団を置いて座布団の上に石を置いた。それは僕の作品です。僕の作品、そのカタログには僕の名前が載ってますけども、それを僕に了解を取ってその、空間にこの石を置くんですが、座布団の上に石を置いたものがこの部屋にずっとこう並んでる。それは
どういうことかというと、極めて原始的な非常にプリミティブな発想、その当時非常にその産業社会に対するその拒否反応、抵抗があったんで、その時に僕の作品を利用して空間のプリミティブなパワーみたいなものを見せることで、その空間があるんじゃなくて、その空間を押し広げることだと。押し広げてその間っていうのがどっかにあるよりも何かある中にこの隙間を与える、あるいは何かこう時間の中にこの時間を割ってその間を作るという、そういう間を作るときにそこで見えてくるのは極めてプリミティブなことだという意味があったんで、ただ僕のところの間はそういうその過激な発想ではなくて、もっとその日常の中で一つの空白、一つのその隙間ができればという極めてソフトな考えです。でもその何て言うかな、この出来上がったものというよりもまだできてない、何があるかわからない空間という、そういう意味が強いです。Donc, pour parler de Ma, c'est vrai que c'est Monsieur Arata Isozaki qui a créé une œuvre en termes de Ma à Viennale à Venise des années 70. Donc, en fait, il a fait une mise en scène des coussins par terre et après, il a disposé des pierres sur les coussins. Mais il y a plusieurs coussins disposés avec quelques interstices. Donc en fait, c'était une installation, mais c'est moi qui a créé ces œuvres. Et mon nom a été crédité dans le catalogue, mais ça a été présenté comme une œuvre de Monsieur Arata Isozaki, mais c'est moi qui a créé ces œuvres. Et donc en fait, j'ai trouvé ça vraiment... le concept plutôt primitif comme installation, enfin, cette notion de Ma, donc en fait c'est vraiment voir les interstices entre des coussins et des pierres. C'était vraiment, il a nommé Ma à ce moment-là, cette installation-là, mais plus pour moi, Ma c'est plus en fait un endroit ou quelque chose. Il n'y a rien et en fait on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un peu plus conceptuel et pour moi Ma c'est plus c'est ce thème-là pour moi. Mais c'est vrai que Ma ça a été créé, ce mot a été créé à ce moment-là à Biennale. Je crois qu'il faut Est-ce qu'on attend d'une deuxième question? C'est une question pour Lisanne. C'est l'heure de partir. À un moment donné, vous parlez qu'en art, il y a plusieurs niveaux. J'aimerais que vous précisiez, s'il vous plaît. Enfin, pouvez-vous vous préciser? Merci. ご存知のように現代アートでレベルを論ずることはナンセンスだという多分反抗があるんだろうと思いますけども、何でもかんでももう非常に悲惨なものも面白いことも非常にその幸せなこともものすごくその凄惨なこともごちゃごちゃにいろんなことがあって、何でもいいみたいな、何でも来いみたいなことに今なってますけれども、これは今が多分ピークだろうと思うんで、これが少しずつ整理されたり区分けされたりする中で、そのいずれにしても時代っていうのは沈殿されたり蓄積されて、だんだんその廃れたり残るものは残り、その壊れる、その消えるのは消えるという、そういうことになると思うので、今はわーっとこうなんかみんながこの興奮状態なんだけども、少し静まればだんだんとヒエラルキーが出てきて、うんと高いものや中間のものや低いものやいろんなそういうレベルができるだろうと思うんです。それでそのレベルが見えないうちはまだ混沌の社会だと思うんですけれども、その戦争ももっと混沌なところで起こることで、戦争が減っていけば自然とレベルや秩序概念というものがまだ新たに見えてくるだろうね。でその
アートの中で先ほど若干触れましたけども、啓示上学だとか超越だとかという言葉は人気がない、そういう言葉は最近は使わない。でも精神、さっきピスレットさんも精神性っていう言葉を使い、彼はそういう本も書いてるんですけれども、精神性とか超越だとか、啓示上学とか、これは全然別な、これ今までと違う別な観点でこれから僕たちが考えていき、そういうことを考えるところがレベルを整理していくことにつながるだろうと。だからアートもだんだんと整理されれば、水準が高いのと低いのとか、そういうようなヒエラルキーができるだろうと僕は思いますし、そう願いたいです。Donc en fait, j'ai dit il y a plusieurs niveaux dans l'art, mais en fait aujourd'hui, pour parler des plusieurs niveaux dans l'art, c'est un peu tabou, c'est-à-dire il ne faut pas vraiment mettre les niveaux sur les œuvres d'art. Mais en fait, moi, à mon avis, quelque chose qui doit rester, reste. Quelque chose qui peut disparaître, disparaît. Donc en fait, petit à petit, vraiment des œuvres vraiment qui pourraient rester, restera. Et donc cette hiérarchie, aujourd'hui, on vit dans l'époque, dans l'ère un peu chaotique. Il y a beaucoup de guerres, beaucoup de conflits. Donc en fait, une fois que ça se calme, en fait, je pense qu'il y aura un peu plus de clarité dans l'art. Il y aura plus les différents niveaux qui pourraient se distinguer plus clairement. Donc à ce moment-là, par exemple, la métaphysique, la spiritualité, transdance. Je vais y arriver. Donc, en fait, tous ces mots-là, aujourd'hui, c'est pas très apprécié dans le milieu de l'art. Mais après la situation chaotique, une fois que ça va se calmer, j'espère, dans ce cas, il y aura vraiment des différents niveaux de l'art qui seront beaucoup plus visibles. C'est ce que j'attends dans l'art. Merci beaucoup. Je pense qu'on doit terminer. Donc, merci à tous d'avoir été si nombreux. Merci beaucoup, Michelangelo et Monsieur Lee. Merci pour cette invitation, pour cette rencontre. Alain, Ezra, je vois aussi Kamel et l'autre complice, notre cher Lorenzo, pour tous ces échanges. Et puis, je pense qu'il faut qu'on imagine, ma chère Françoise, une sorte de jumelage, c'est ça, entre Biella et Arles, pour que ces deux grands esprits résonnent encore plus et qu'il y ait encore plus de grandes choses qui ont du sens se mettre en œuvre entre Biella et Arles et Liu Fan et Pistoletto Michelangelo. Donc un grand merci et bravo à tous les deux et bravo pour cette expo. Et Michelangelo nous a dit qu'il y avait beaucoup de place à Biella, je vous le confirme, et donc pour faire beaucoup de choses. Donc le jumelage doit se mettre en place. Merci beaucoup. Voilà. Bonne rencontre.